Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve pas petit. Aujourd'hui, je vous propose un épisode avec un invité un peu particulier pour moi puisque j'accueille Mathieu, qui est un ami très proche. Salut Matt, et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Rêve pas petit. Salut Thomas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour enregistrer un épisode, on va voir. Alors, avec Mathieu, on a l'habitude d'avoir des conversations assez profondes sur les différents aspects de nos vies, et il se trouve que, durant ces dernières années, Mathieu, il a connu un chemin de vie assez singulier. Pour être clair, après plusieurs années à beaucoup travailler, tu te retrouves aujourd'hui dans la situation où, à 39 ans, tu n'as plus besoin de travailler pour vivre comme tu le souhaites. En gros, tu vis ce que beaucoup d'êtres humains fantasment. Mais ce que j'apprécie et estime chez toi, Matt, c'est que tu as l'honnêteté de reconnaître que ce nouveau cycle qui s'ouvre n'est pas si facile que cela à gérer. Évidemment que ça amène une forme de confort, évidemment, mais pas que. Et ce qui m'a donné très envie de discuter avec toi de ce sujet, c'est que quand je coach des personnes sur leurs rêves notamment, j'ai souvent ce retour. Ah mais si seulement je n'avais plus besoin de bosser, tout serait plus simple, les choix seraient plus évidents. Et ensemble, j'aimerais qu'on puisse apporter un regard peut-être un peu plus nuancé, équilibré de cette situation, pour acter qu'elle a évidemment de nombreux avantages, mais qu'elle apporte aussi des questions assez vertigineuses. Donc encore merci Matt d'avoir accepté de nous partager ton histoire et j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Et donc pour commencer, et avant de parler de ce moment de vie, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire pour mieux comprendre qui tu es ? Tu l'as assez bien dit au début. Voilà, je m'appelle Mathieu, j'ai 39 ans, je suis le papa de 2 filles de 7 et 5 ans. On a déménagé il y a quelques années, on était en Haute-Savoie, on travaillait à Genève, une vie assez cool dans la montagne, on est parti. Voilà, nouvelle expérience, on rencontre de nouvelles personnes, c'est un environnement différent, plus international, et c'est l'environnement dans lequel on est actuellement, et on réfléchit un petit peu à ce qu'on fera après. Voilà. Cool. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer la situation que tu vis actuellement et en quelques mots, comment tu en es arrivé là? Ouais. Écoute, donc moi, depuis le mois de mars de cette année, je ne travaille plus. Donc, je ne suis plus salarié. J'ai pas d'obligation vis-à-vis d'un actionnaire, propriétaire, employeur. Donc, mon temps m'est complètement dédié. Je suis 100% disponible pour moi-même. Et voilà. Et en fait, j'en suis arrivé là. C'est pas mal de concours de circonstances. Le bottom line, c'est quand même que quand j'ai commencé à travailler, mon objectif, c'était de m'arrêter de travailler à 40 ans, en ayant une vie pas démesurée, voilà, dans une certaine simplicité, mais en pouvant me faire plaisir. Je voyais pas une carrière dans laquelle je pouvais passer 40 ans et me dire voilà, le travail, ça m'épanouit pas suffisamment. Donc c'était mon objectif. Et il se trouve que dans ma boîte, on a eu des super années et tranquillement, au cours de l'année dernière, l'activité s'est grandement réduite et en fait, naturellement, ça a été le moment où on a dit il y a plus grand chose, c'est le moment d'arrêter et j'étais prêt. Ok. Et en quelques mots, d'où il vient cet objectif? Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu disais, ça fait longtemps que j'ai cet objectif de à 40 ans, fin du jeu. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'arrêter à cet âge-là? En fait, je pense que une grande partie de mon épanouissement personnel, elle se situe pas dans le travail, d'un point de vue salarié. C'est-à-dire que pour moi, le game là-dedans, c'est vraiment, je dois fournir une prestation à un employeur, à des actionnaires, quelle que soit la forme de reporting, contre lequel on me rémunère. Et je crois que moi, ma plus grande liberté, c'est de me dire, en fait, j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit rémunéré ou pas, que ce soit très bien rémunéré ou pas, je veux le faire juste parce que les raisons intrinsèques me conviennent et vont apporter un épanouissement soit personnel, soit je vais apporter quelque chose à l'environnement dans lequel je travaille. Ok, ça semble clair, absolument. Et j'aimerais revenir, si tu le permets, sur cette phase-là où tu disais en mars, l'activité s'est réduite et puis donc c'était le moment de quitter. Je serais juste curieux de quand même que tu nous partages comment on vit ça. J'imagine, de mon regard extérieur, on se connaît, mais même
Je trouve que la société, elle nous renvoie quand même beaucoup. On existe en partie à travers le job que l'on exerce. Donc pour moi, ça, dans mes yeux, ça paraît pas une décision neutre que de dire en fait je ne travaillerai plus. Donc comment tu t'es vu cheminer dans ce questionnement-là? En fait, le point de départ, comme c'est vraiment l'idée que c'était mon objectif professionnel de m'arrêter de travailler tôt, et je m'étais fixé comme objectif 40 ans, ça aurait pu être 45, 50, c'était pas vraiment la question, mais en gros, je voulais m'arrêter, donc moi, j'étais vraiment OK avec ce cheminement-là moi-même, et très sincèrement, c'est vrai que le regard des autres par rapport à ça, il m'est complètement indifférent. Les premières remarques qu'on a pu me faire, c'est comment tu t'épanouis intellectuellement sans avoir d'activité professionnelle. Et en fait, rien que cette remarque, je la trouve assez dingue. Parce qu'en fait, je vois pas en quoi il y a que le travail qui te permet d'être stimulé. Il y a la lecture, il y a les échanges avec les autres, il y a des choses techniques, il y a énormément de choses qui peuvent te permettre de t'épanouir. Et je vois pas en quoi il y a que le travail qui peut te permettre ça. Et finalement, quand j'ai atteint cet objectif-là, en fait, le tout début, c'était l'euphorie. C'était cette espèce de sentiment de plénitude, de plaisir débordant, j'y suis, je fais ce que je veux, je ne travaille plus. Je me sens bien, j'ai une liberté, mais genre vraiment, mais tout est ouvert. Et là, tu vois, au bout de quelques mois, la claque, ça a été de se dire, ok, tout est ouvert, mais so what? C'est quoi l'après? Et en fait, c'est un peu comme quand un ami dans n'importe quel moment dans sa vie, quand on pense pas à l'après, il est euphorisant pour moi sur le moment parce qu'effectivement, tout est ouvert, toutes les possibilités au monde me sont permises dans mon référentiel à moi. Et maintenant, je me dis, waouh, c'est le vide, c'est vertigineux. Et en fait, il y a eu souvent des moments d'inquiétude, de mal-être aussi, en se disant, en fait, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Et merci, Matt, d'oser amener ça. Et moi, c'est sur ces aspects-là que j'aurais vraiment envie de t'entendre. Et la question que ça m'amène, c'est en fait, quelles sont les questions qui ont émergé une fois que la phase euphorisante de j'ai atteint mon objectif, ça fait des années que je cours après, etc. Une fois que cette phase-là est passée, quelles sont les questions peut-être un peu plus deep, profonde et peut-être moins confortable que ça a généré pour toi? Ouais, alors c'est clair que si on rentre directement dans le côté inconfort du questionnement, en fait, quand tu vis avec des objectifs, ce qui est quand même le cas, je pense, de 90% d'entre nous, en fait, t'es vraiment drivé par ça. Et là, je me suis retrouvé face au mur où il y a plus rien qui me drive. Et c'est pas le fait d'avoir ma femme, c'est pas le fait d'avoir mes enfants qui intrinsèquement est suffisant pour me dire, ok, j'ai ça, donc c'est cool, mais en fait, t'as plus d'objectifs. Donc moi, mes questionnements, ça a été vraiment de me dire, mais en fait, à quoi je sers dans cette société-là? À quoi je sers? À quoi ma vie sert? Mais ma vie dans le sens vraiment, en fait, je vis, mais je vis pourquoi? Et finalement, se rattacher à sa famille, à ses enfants, à sa femme, c'est réconfortant, c'est rassurant, et c'est un pan de la vie qui est importante. Mais en fait, il manque quelque chose. En fait, si j'étais là ou pas là, ça changerait rien puisque je ne contribue à rien, je n'apporte rien et je ne m'apporte rien à moi-même. Et comment t'as cheminé avec ces questions-là, là? Parce que là, c'est une chose que d'en parler dans un podcast en disant machin, mais au quotidien, comment tu chemines avec ces questions-là? Moi, je pense qu'au quotidien, j'ai eu des petites phases de dépression assez profondes. En fait, je pense que le temps qui m'est accordé, c'est-à-dire d'avoir à peu près toute la journée pour me poser les questions existentielles que je veux ou pour prendre le temps de tout faire ou tout dire ou tout réfléchir, en fait, ça t'amène beaucoup plus loin dans ta réflexion sur toi-même. Et en fait, mes moments de moins bien, c'est-à-dire de bad, sont beaucoup plus durs, beaucoup plus profonds, beaucoup plus dérangeants. Un moment de bad et finalement, je sais pas, 15 minutes après, t'as un truc qui tombe au bureau et en fait, tu te remets dans le bain du taf et la question, elle est éludée. Là, je me dis à 14 heures, j'ai une question, je réfléchis sur comment je me sens et je me sens pas bien. En fait, à 14h30, je suis toujours tout seul chez WAM et je me sens pas mal, tu vois. Et tu continues là, et là, tu t'enfonces. Ok, donc dans mes mots, ça donne, c'est comme si, du fait qu'il y avait plus le job, le taf pour venir remplir tes journées, ça laisse un espace qui va jamais être interrompu, hormis, j'imagine, avec l'arrivée de tes filles en fin de journée, mais sinon, dans la journée, il y a un espace ininterrompu de questionnement, réflexion. Et donc, soit c'est des questions qui te drive et qui sont vertueuses, dynamisantes, et c'est cool, mais sinon, ça laisse aussi de l'espace pour des questions plus impactantes, on va dire, quoi. Ouais. En fait, je pense que les premières réflexions, elles sont venues après la période d'euphorie dont on a parlé au début, qui est je peux tout faire. En fait, le je peux tout faire, il se transforme hyper facilement et hyper rapidement en mais tout c'est quoi? Tout c'est infini, c'est grand, c'est et en fait je dirais que si je comparais ça, ma période d'euphorie, c'était un ballon, je suis gonflé à l'hélium, je monte, t'es dans les nuages, la
tête, elle est un peu partie. Et en fait, le bad, c'est un grand trou noir et qui n'a pas de fond parce que c'est aussi infini que tes possibilités. Donc, en fait, ça te pose des questions sur où est-ce que tu veux vivre, comment tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu aimerais contribuer. Et en fait, le nombre de questions est aussi infini que les possibilités et c'est vertigineux comme une chute, sans fond. Ok. Moi, je trouve ça hyper courageux d'oser partager ça. Et je suis curieux de comment toi tu vis ça, le fait de constater que ça génère une forme anxiété, dépression, etc. Alors que j'imagine que pour les avis autour de toi, ben c'est genre la quintessence du kiff en fait, ce que tu devrais vivre en fait, tu vois. Donc je suis curieux de comment tu vis ce paradoxe-là un peu. Ouais, alors je pense que le paradoxe, il est en fait finalement inhérent à toutes les situations pour chacun d'entre nous. Si on prend le temps de se poser et de s'en rendre compte, il y a forcément un revers à toute médaille. Et en fait, aussi haut que le kiff est, et en fait, je pense que 80% de mon temps, c'est du plaisir, de l'épanouissement, de la satisfaction. En fait, les 20% opposés sont beaucoup plus durs que 20% d'une situation moyenne. On est moyennement bien, on est moyennement mal. Bon, bah là, quand je suis très bien, je suis hyper bien. Et en fait, la coque émotionnelle, elle retombe. Et alors, le bad, il est à la hauteur du plaisir peut-être que j'ai quand je me sens bien. Ouais. Merci d'amener ça, Matt. Et pour moi, ça amène à un concept qui est vraiment intéressant, c'est la notion de fantasme, c'est-à-dire à quel point ça peut être un rappel aussi ce que tu vis, à quel point pour chacun d'entre nous, il n'y a jamais de solution absolument parfaite. Et donc, je sais que c'est une grande évidence de dire ça, ça tombe sous le sens, mais dit plus précisément, il y a à quel point les difficultés que l'on va vivre dans notre vie, elles sont en grande partie liées à notre incapacité à chercher à équilibrer les situations que l'on va vivre. Et donc, si j'avance dans le monde avec la croyance que une fois que l'argent ne sera plus un problème, alors toute ma vie sera chill, c'est un joli fantasme, ça. Et donc, je trouve que, ouais, ton expérience, pour moi, elle nous incite à nous rappeler de l'importance de être capable d'avoir une vision nuancée, balancée de toutes les situations et de se forcer, lorsqu'on se voit être dans cette phase d'euphorie, de kiff, de se forcer à se rappeler ou à voir ce qu'il y a aussi de difficile, limitant, dangereux dans la situation que l'on fantasme. Je suis curieux de comment ça atterrit chez toi, ça. Quel regard tu portes à travers ton expérience? Je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, disons que quand tu es dans un cadre où t'as pas de questions à te poser, c'est-à-dire que ta vie est drivée autour de ton travail et de ta vie familiale, en fait, quelque part, tu avances mécaniquement dans quelque chose qui peut te satisfaire ou pas, mais finalement, t'as pas cet espace ou ce moyen de te poser des questions qui vont être ultra difficiles. Il faut avoir du temps en plus pour pouvoir le faire. Et en fait, finalement, moi, je me suis rendu compte qu'il y a un après ce point où je voulais arriver. En fait, il y a un après. L'après, il peut être cool et il est parfois très difficile. Et en fait, les moments hyper difficiles où je me suis senti vraiment super mal, vraiment une remise en cause assez profonde de pourquoi je vis, tu vois. En fait, ça aussi laisse place à des rebonds qui peuvent être intéressants, à se poser des nouvelles questions, à prendre le temps d'explorer ça pour peut-être se sentir mieux après. Mais effectivement, il n'y a pas de situation idéale. Et effectivement, quand on va fantasmer ce genre de situation qui peut arriver à plein de gens, en fait, quand on fantasme quelque chose, déjà, on sait pas ce qu'on vit vraiment parce qu'on l'a pas vécu. Et tu dis non, mais ça c'est pas un problème secondaire. Alors qu'en fait, après, t'es dedans. C'est-à-dire qu'avant, tu dis non, mais de toute façon, j'aurai de l'argent. Donc, en fait, je me sentirai bien ou ce sera facile de gérer ça. Non, non. Quand t'es dedans, t'es profondément dedans parce qu'il y a rien d'autre autour. T'as pas, ok, je vais aller chercher un client de plus pour gagner un peu plus cette année. T'es plus drivé par cette façon d'avoir des objectifs comme ceux qui vont faire des chiffres d'affaires en disant je fais 20 millions cette année, je vais faire 50 l'année prochaine. Et là, t'as un moteur. T'as un moteur. Quand tu faire du plus, chacun verra la vertu ou les inconvénients d'être dans le plus. Moi, j'ai bossé dans un univers qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Il y a ce pattern-là. Les gens, ils vont continuer à bosser là-dedans pour gagner plus, pour posséder plus. Moi, ça m'intéressait pas. Il faut savoir en sortir. Mais voilà, quand tu vas pas chercher quelque chose, qu'est-ce qui te reste? Et moi, je serais intéressé, Matt, que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus, parce que pour moi, il y a aussi ça que je trouve de très inspirant chez toi, c'est que, effectivement, de mon regard extérieur, tu bossais dans une industrie où il est possible de faire, pour le commun des mortels, beaucoup d'argent, et où c'est la norme, entre guillemets. Et donc, je suis curieux selon toi, avec le recul là, qu'est-ce qui t'a permis d'être capable d'être à l'écart de la norme de cette industrie pour dire au bout d'un moment, c'est assez? En fait, là, je pense que le travail en amont où tu arrives à bien te connaître, c'est essayer de comprendre pourquoi tu veux t'arrêter, avec combien tu peux réellement t'arrêter et qu'est-ce qui est plus important pour toi. Tu vois, je veux dire,
moi, clairement, je pense que j'avais les réponses en moi, ou en tout cas, j'ai eu assez de temps pour me les poser et arriver à des conclusions qui me paraissent, moi, en adéquation avec ce dont j'avais envie. Je pourrais continuer pour continuer à gagner plus, mais en fait, ce que j'ai, ça me suffit. Et en fait, j'ai besoin de chercher mon épanouissement dans autre chose. En fait, franchement, gagner plus ou avoir plus, je crois qu'à un moment, tu es dans une courbe, c'est peut-être exponentiel au début, c'est-à-dire que, voilà, tu as un kick financier, donc tu vas franchir une étape, mais en fait, après, est-ce qu'une maison de 20 mètres carrés de plus, ça t'apporte infiniment plus, ou est-ce que le temps que tu vas avoir par le fait que tu as libéré cet espace-là de ta tête ou de ton espace financier, est-ce que ce temps te permet d'avoir plus d'épanouissement? Et moi, je suis arrivé plutôt à cette conclusion-là, c'est-à-dire que mon épanouissement supérieur, c'est-à-dire que mon nouveau step exponentiel d'épanouissement ne passe pas par gagner plus, parce que je pense que je vais gagner plus en delta sur un épanouissement, on va dire, matériel, alors que là, je me dis qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Ouais. Bravo, moi je trouve ça très inspirant. Je trouve que dans la société d'aujourd'hui, moi c'est un comportement que je trouve moi qui m'inspire beaucoup chez toi. Et est-ce que tu pourrais nous partager en quelques mots ce processus qui t'a permis d'arriver à ces questions que tu utilisais tout à l'heure là? Au bout d'un moment, j'ai eu de la clarté sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est suffisant, etc. C'est quoi le processus concret qui t'a permis d'arriver à cette forme de clarté là? Alors le processus concret, en fait, j'ai du mal à le visualiser en discutant avec toi. Je pense qu'il y a une grande partie de personnalité qui compte, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez économe. Et en fait, je pense que une maison d'une taille qui, moi, me convient, me suffit. Et je vais pas me dire, j'ai besoin de 50 mètres carrés de plus, j'ai pas besoin d'une Ferrari, ça m'intéresse pas, j'ai besoin d'une voiture confortable. Et en fait, tu vas trouver ton curseur en fonction de ta personnalité. Pour tous les gens qui ont entre 35 et 50 ans, j'imagine que tu as vécu pas mal de choses où tu te dis, moi, mon curseur, il va s'arrêter là, ou ça, c'est important. Et en fait, il y a toujours à un moment, chacun va avoir un delta où la satisfaction est pas suffisante par rapport à ce que ça te coûte. Il y a toujours un coût à tout plaisir ou à tout kiff. Et en fait, moi, je pense à ceux qui vont s'acheter une maison, par exemple, exceptionnelle. Moi, par exemple, me remettre un crédit sur 20 ans ou 25 ans pour avoir plus. En fait, le coût qu'il y a derrière pour moi est trop important par rapport au plaisir que je vais avoir d'avoir plus grand. J'ai un truc bien, un truc qui me permet de me sentir à l'aise et de pas avoir un coût derrière, c'est-à-dire pour moi, le coût qui serait de j'ai encore 20 ans à bosser parce que je me suis mis là-dedans. Voilà, moi, c'est ma balance risk-reward là-dessus qui est évaluée, quoi. Merci Matt d'amener ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça pertinent maintenant que l'objectif est atteint. Et l'intérêt qu'on se connaisse avant, c'est que moi, j'avais aussi accès à toi avant que cet objectif soit atteint. Et je trouve que le processus que tu décris, il s'appliquait aussi beaucoup à ce moment-là. Dit autrement, à quel point ça serait fantasmé que de dire que ça a été juste un kiff, l'autoroute pour arriver à cet objectif-là. Moi, je t'ai côtoyé avant et il y a une partie de toi, je pense, qui était très consciente du coût que tu étais prêt à payer en vue d'atteindre cet objectif-là à 40 ans. Et là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment à quel point le fait d'être autonome financièrement à 40 ans, moi, je peux en témoigner, ça a été quand même le fruit d'années de travail quand même intense, avec des volumes horaires conséquents, avec un volume de stress très conséquent, etc. Donc, je trouve aussi important de là aussi de pas fantasmer que pendant un moment de ta vie, tu as été prêt à faire cet investissement-là au service de l'objectif que tu poursuivais. Ouais, clairement là-dessus, je pense que, et c'est pour ça que là où je suis confortable avec ma situation actuelle, je la vis avec plaisir pour moi et complètement de façon indifférente sur ce que les gens pensent. C'est qu'en fait, moi, je sais ce que ça m'a coûté. Alors toi, t'en as été un peu privilégié au même titre que quelques copains et ma famille. Et en fait, moi, ça m'a coûté énormément de bien-être, énormément de périodes de stress. En fait, énormément je dirais que j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie de stress. Donc, en fait, finalement, si je les gagne en m'arrêtant plus tôt, je pense que je mérite ce qui m'arrive, parce que j'ai investi dans mon travail avant et que grâce à ça, je vis très bien ma situation et qu'en même temps, je sais qu'il y a un coût à tout. Et en fait, si tu veux, avec, j'en sais rien, je vais te donner un exemple un peu trivial, mais si à ton premier bonus, tu t'achètes une Ferrari, t'as mis le doigt dans l'engrenage, et je connais tous ces gens-là puisque c'est ce que j'ai côtoyé pendant 15 ans, tu mets le doigt dans l'engrenage et après c'est fini, tu ne peux plus t'arrêter. Si c'est comme ça que tu fais ton premier kiff, en fait, c'est parti, c'est fini. De revenir en arrière, c'est quasiment impossible. Donc, encore une fois, est-ce que tu trades dans ton plaisir? Est-ce que, si tu te dis, OK, moi, maintenant, je voyage plus qu'en business, je conduis plus que des voitures de luxe, en fait, tu veux pas t'arrêter à 40 ans, tu t'arrêteras à 50. Est-ce que tu es capable de t'arrêter? Parce que derrière, tu vas continuer à vouloir plus, à dépenser plus, à montrer que tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui aussi, par convention sociale, c'est un peu ce que malheureusement le capitalisme nous montre, c'est
Ben, en fait, j'ai réussi, je le montre en ayant des belles montres, en ayant des voitures, en faisant des voyages, en le postant sur des réseaux sociaux. Ok, t'as montré. Qu'est-ce que tu en retires très sincèrement pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et en fait, si à la fin du mois, tu te dis, bon, en fait, chérie, bah, là, on est dans le rouge en novembre, avant la fin d'année. En fait, où est la réussite là-dedans? Tu vois, la réussite, il faut l'évaluer pas par rapport à ce que la société te renvoie. La réussite, tu peux te la définir toi-même et te dire, bah, moi, ma réussite, c'est d'avoir une vie tranquille, de faire mes petits horaires, d'avoir un job salarié parce que j'ai pas envie d'être entrepreneur, parce que j'ai pas envie d'être stressé et je vais avoir mon équilibre et mon épanouissement par les activités que je vais faire à côté. Travailler moins pour pouvoir faire, je sais pas, 15 heures de parapente ou du trail à la place. Et il y en a qui vont se dire, bah, moi, je donne tout et je me suis cramé la life à 50 ans, mais j'ai vécu comme un ouf. Pourquoi pas, tu vois? Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de le faire en conscience. Ouais, c'est ça qui est l'invitation. Je pense que dans ce podcast Rêve pas petit, on aime beaucoup ce mot-là de faire les choses en conscience. Et j'ai l'impression que en fait, tout part de, en tout cas moi, ce que je ressens de toi, Matt, c'est t'avais beaucoup de clarté assez tôt dans ta vie sur ce qu'étaient tes besoins. Et je pense que t'as été très bon dans le fait de mettre en place des stratégies qui te permettent de répondre à tes besoins. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des gens fantasment les stratégies sans être capable de connecter d'abord au service de quel besoin est-ce que je le fais. Et donc, comme tu le dis, si j'ai un besoin d'intensité, d'excitation, eh ben, ça peut être complètement ok de mettre en place une stratégie où mon job, ça sert à faire masse cash pour vivre intensément et à 50 ans, tant pis si je suis cramé. Ou bien, ça peut être, j'ai un besoin de légèreté, de simplicité, de sérénité. Et puis, dans ces cas-là, quelles sont les stratégies? Et ce que je trouve important là, et puis moi, ton expérience, elle nous ramène à ça, c'est à quel point le fait de connecter à ses propres besoins et de les conscientiser, ça nous permet de pas fantasmer une stratégie qui en fait irait à l'inverse de ce que seraient nos besoins, pour éviter de se dire en fait ça doit être trop cool d'avoir la vie de Mathieu et d'être entrepreneur, etc. Ouais, mais si au fond c'est pas ça qui est juste pour nous, c'est juste un fantasme qui va amener juste frustration, comparaison, violence, des jugements, etc. Donc ouais, pour moi j'entends ça là, grande clarté dans tes besoins et clarté sur la stratégie après. Ouais, je vais même rajouter 2-3 choses sur ce que tu dis. Si on prend l'exemple d'un entrepreneur, et pour le coup, on a la chance d'avoir quelques copains qui ont créé leur boîte. Si tu veux, en fait, effectivement, les gens qui fantasment, ils voient celui qui a vendu sa boîte à Apple, X dizaines de millions, paf. Mais en fait, moi, j'ai des potes qui ont créé leur boîte et j'ai un exemple d'un mec qui a très bien vendu sa boîte. C'est 8 ans de travail, 4 ans sans salaire, à compter les sous, à être pas très loin de ce que la boîte ferme parce qu'on arrive à la fin du cash et tout. Donc, c'est du stress. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, pas de week-end, je pars pas en voyage parce que j'ai pas de thunes. Et à la fin, les gens, ils voient quoi? Ils disent, moi, si je crée ma boîte, je vais la revendre et je vais être blindé. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça marche. Et sachant que 80 ou 90% des startups cool, c'est qu'en plus, il y a un processus avant d'arriver à la bonne boîte qui va être 3, 4, 5 échecs, 10 ans de ta vie avant d'avoir peut-être de faire partie des chanceux qui y arrivent. Et en fait, voilà, là, on a fantasmé l'entrepreneur qui est boîte, idée, je sors un truc et paf, Bill Gates m'appelle et je vends ça max. C'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important de le faire. Et je dirais qu'en plus, je vais en plus rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit qui est vrai. Même en ayant un cheminement, même en ayant une idée précise de ce qu'on veut, de là où on veut être et de ce qu'il faut mettre en place pour le faire, c'est quand même dur à certains moments. Et c'est bien de se rappeler pourquoi on a nos objectifs. Et il faut qu'ils soient clairs pour nous. Il faut qu'ils soient justes. Il faut vraiment qu'ils résonnent en soi parce que, si tu veux, je dis que moi, j'ai pas acheté de Ferrari, mais je suis déjà monté dans Lamborghini de mes collègues ou potes ou tout ce que tu veux. Bah, c'est cool, tu vois. Après, quand t'es dedans, tu dis, bah ouais, en fait, c'est cool d'avoir une bagnole comme ça. Mais en fait, quand je sors de la bagnole, je m'en fous complètement. Et il faut rester avec cet état d'esprit de, mais en fait, ça m'intéressait pas avant. En fait, c'est vrai que c'est cool. Mais quand je sors, je reviens à l'état qui me permet d'atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Parce que si tu sors et tu dis, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai envie d'avoir ma Lambo. Bah, en fait, c'est foutu. T'es déjà sorti du cas qui va te permettre de grandir. Parfois, c'est dur. Tu vas faire des sacrifices, tu vas payer un coût, un tribut pour atteindre cet objectif-là. Et même dans un environnement qui t'emmène vers quelque chose de positif, même quand tu réussis, même quand tu as des moments up, en fait, tu peux très vite switcher. Et puis, c'est pas facile de faire de l'argent, contrairement aux mecs qui te disent, ceux qui te disent dans les vidéos, une fois que tu as fait ton premier million, ça va tout seul. Mais c'est archi faux. Ça n'a même aucun sens de dire ce genre de conneries. Donc, résultat, ça veut dire quoi? Tu as fait ton million et là, tu te dis, il y a là, en fait, le mois prochain, j'en aurai 2, donc maintenant, je vais en claquer 5 000 tous les mois. Non, mais il faut pas réfléchir comme ça. Il faut travailler sur sa stratégie, se sentir bien avec soi-même et parfois se dire, ah ouais, ça me coûte de voyager en business.
C'est pas sport de vol, c'est pas, tu t'en fous. Parce qu'une fois que tu mets le doigt dedans, c'est fini. Trop cool, Matt. Et à ce stade-là, moi, je serais curieux comme je te le disais en intro, moi, je vois beaucoup de clients en coaching qui disent, ouais, mais Thomas, sur cette question, qui viennent me voir parce qu'ils ont un rêve qu'ils poursuivent. Et puis, assez souvent, de l'autre côté de la balance de leur rêve, il y a la stabilité financière, il y a la sécurité, il y a, etc. Et il y a souvent ce pattern de, ah la vache, mais si au moins, il y avait plus sujet de l'argent, etc., tout serait beaucoup plus simple. Donc, je suis curieux de toi, ton regard, sans chercher à ni envenimer, ni enjoliver. Mais c'est quoi ton regard sur la place que pourraient avoir des rêves, des envies, peu importe le mot qu'on le met, à présent qu'il y a plus ce poids-là ou cette obligation-là pour toi? C'est là où moi j'ai atteint mon mur, parce qu'en fait, finalement, en ne pensant pas à l'après de ce qu'était mon objectif, mon envie, ma façon de vouloir construire ma vie d'adulte, en fait, maintenant, je me retrouve avec rien. Tu vois, si on doit un peu exagérer, rien dans le sens rêve, rien dans le sens objectif, rien qui me drive suffisamment pour me donner une bouffée positive supplémentaire, autre que, tu vois, se dire, c'est cool, je bosse plus, je suis relax. Ce détachement vis-à-vis de l'argent, il est bien, mais par contre, ok, maintenant que je peux faire des choses sans rechercher une rétribution contre ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce que moi je pourrais apporter aux autres? Sous quel format? Quel temps j'ai envie d'y consacrer? J'ai envie de passer du temps avec mes filles, donc si je trouve une activité, je veux pas que ça empiète. Je veux pouvoir partir en vacances le plus souvent possible dès qu'elles sont en vacances. Je veux pouvoir voir des choses, visiter. En fait, avec toutes ces contraintes, avec toutes ces envies, en fait, la next step de trouver un truc qui me fait rêver, elle est difficile à toucher du doigt pour moi encore. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est difficile pour toi dans le fait de clarifier ce rêve-là? Ce que pourrait être le prochain rêve? Ouais, je pense que la plus grande difficulté à l'heure actuelle, c'est que le champ des possibles est tellement grand que je sais pas du tout par où commencer. C'est-à-dire que je me retrouve avec une étendue infinie, mais vraiment, je vois ça comme quelque chose d'infini, un gigantisme presque pas palpable. Et en fait, vis-à-vis de ça, je suis un peu démuni avec les outils que j'ai peut-être pas, avec la difficulté de se poser des questions, parce qu'une question en amène une autre, amène d'autres possibilités, qui amènent elles-mêmes des possibilités. Et en fait, j'ai l'impression que c'est infini. Et je dirais que je sais plutôt pas trop par où commencer. Ouais. Merci là aussi, Matt, d'amener un peu de contrepoids dans le fait de... Là aussi, je vois beaucoup de clients qui disent « Ah, mais Thomas, moi, mon champ des possibles, il est limité, etc. » Et encore une fois, avantage et inconvénient de la situation. On appelle ça la loi de l'équilibre là en coaching. Donc, effectivement, qu'il y a des inconvénients au fait d'avoir des champs des possibles limités. Ça peut être frustrant, etc. Et, mine de rien, il y a une forme de convergence qui est peut-être plus facilement atteignable. Et ce que je trouve intéressant dans ton expérience, c'est que évidemment, avantage au champ des possibles large, c'est que ça vient de toi, il y a aucune obligation extérieure qui vient driver ce choix-là. Avantage et inconvénient, c'est putain, c'est vertigineux quand même de se dire aujourd'hui tout est possible. Tu sais, j'essaie de me mettre dans ton corps là et j'essaie de voir ce que ça générerait chez moi. Je peux voir que ça pourrait amener une forme d'immobilisme au moins pendant un moment parce que effectivement, je le vois en fait quand je ferme les yeux, je vois ce truc comme une boule gigantesque, mais il y a pas de prise. Tu vois comment on fait pour se saisir de ça? Ouais, franchement, en fait, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, pour revenir sur cette idée de un moment où tu te sens bien, il est, je trouve, décuplé, et un moment où tu es down, il est décuplé aussi dans le mauvais sens. Donc, si tu veux, pour moi, le champ des possibles infini, c'est euphorisant dans le sens hyper positif, c'est-à-dire que waouh, c'est tout, mais tout, c'est juste. Et là, le côté négatif, c'est clairement, je me dis, mais je sais même pas par où commencer, c'est-à-dire, j'arrive pas à définir une envie, tu vois, genre, c'est des petites choses, des petites pistes ou et en fait, je pense que là, pour me retrouver un équilibre intérieur en ce moment, enfin, en tout cas, une partie pris après quelques mois de tout, c'est trop dur à gérer. Donc vraiment, le sens de ma vie était perdu. C'est-à-dire que je ne trouvais plus à quoi me raccrocher. Comme tu dis, une boule qui n'a pas de prise, là, j'avais rien à quoi me raccrocher quand je faisais mon introspection et que je cherchais mon utilité. Là, je suis plutôt dans une phase où je me dis, OK, on y va petit à petit, on vise pas trop haut. Parce que je sais pas où viser, en fait. Ça, tu sais, c'est toujours pareil. Viser haut quand tu vises quelque chose. Mais quand tu vises rien, c'est juste taper en l'air et puis espérer d'aller le plus haut possible. Bon, sky is the limit, mais voilà. Là, on va toujours essayer d'atteindre quelque chose. Et là, comme j'ai pas ça, en fait, je pense qu'il y a plutôt des petites choses autour de moi qui m'apportent de la satisfaction, du plaisir, du bonheur. Et c'est là-dessus que je capitalise actuellement. Qui me donne une stabilité émotionnelle en termes de réflexion, en termes de bien-être, où je me dis, voilà, je passe du temps avec ma femme,
c'est quali parce que pour le coup, comme ma journée n'est consacrée qu'à moi, j'ai l'impression, juste titre ou pas, quand je suis avec mes filles ou avec ma femme, je suis plus là, mieux là. Toujours le cas parce que tu te sens plus ou moins bien dans ton moment de la journée, mais voilà, moi je pense que j'ai du temps pour moi suffisamment. Donc quand je suis avec les autres, j'ai l'impression d'avoir du meilleur temps à donner. Et là-dessus, je capitalise là-dessus parce que ça me fait du bien. Je trouve une activité physique, sportive qui me fait du bien. Je vais dedans, je me donne à 100% et je développe ça. Et j'en tire ce que je peux en tirer dans l'environnement qui me va. Et après, je réfléchis à de l'associatif parce que je me dis, voilà, consacrer quelques heures à ça, redonner un peu de sens, essayer d'apporter quelque chose. Voilà, c'est comme ça que j'essaie d'explorer, tu vois, petit à petit, plutôt des petits pas dans une immensité que je perçois pas encore, tu vois, qui me paraît vraiment... Merci beaucoup, Matt, pour la transparence sur là où tu en es. Et à ce stade, moi, je serais curieux de t'entendre. Peut-être j'aurais encore une ou deux questions. J'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, il y a probablement des gens qui, consciemment, inconsciemment ou de manière peut-être plus ou moins assumée par rapport à toi, ont cette envie-là de un jour arriver à l'autonomie financière qui peut les amener à arrêter de travailler. Je serais curieux à la lumière de ton expérience, même si j'aime pas trop ce mot, mais là, je trouverais intéressant de t'entendre. Ce serait quoi les conseils que tu aurais pour vivre au mieux, aussi bien dans la phase avant que ça arrive et puis peut-être quand ça se rapproche? C'est quoi les questions qui sont importantes pour toi de se poser ou les actions à faire que tu trouves pertinentes basées sur ton expérience? Je dirais que la première chose, c'est de garder une certaine mesure en se disant pas, et je veux dire, j'ai eu cet accueil-là, sinon peut-être que je l'aurais géré différemment, mais je dirais pas être sûr, non mais de toute façon, après, ça va aller. Genre, ça va être facile. En fait, ça génère pas de facilité, ça facilite. Et en fait, ça génère une facilité purement matérielle, mais qui n'est pas une facilité émotionnelle, qui n'est pas une facilité de sens. Donc, en fait, ne pas se dire, non, mais de toute façon, comme c'est mon objectif et c'est le truc le plus dur à atteindre, tout le reste, ça sera facile. Moi, je pense que c'est vraiment se dire, attention, l'après, ce sera peut-être pas évident, ce sera peut-être bien. Et puis, je pense que le meilleur travail à faire, c'est simplement d'essayer de se comprendre, c'est-à-dire savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, savoir comment on le veut, ce qu'on est prêt à investir pour pouvoir aller où on veut, enfin, où on veut être. Et voilà. Et après, se dire, attention, mon après, ça va générer des nouvelles questions, ça va générer de nouvelles problématiques, de nouvelles envies, des peurs, des doutes. Et voilà. Ça va pas être que du kiff. Merci, Matt. Il me reste un dernier segment dans cet épisode. On a une tradition à la fin des conversations, c'est, je vais te donner 10 concepts et tu dois me les expliquer ou me donner ta perspective sur ces concepts en une phrase maximum. Donc pas de longues explications. Un concept et ta vision de ce concept-là en une phrase. Ça va pour toi? Ok, on va essayer. Cool. Premier concept, le rêve. Viser le truc qui tire le meilleur de nous-mêmes. La vie. Essayer d'être le plus heureux possible. La mort. L'accepter, je dirais. Le bonheur. Ça, c'est une notion complexe. Je dirais que sans se connaître, c'est impossible d'atteindre un niveau de bonheur satisfaisant. La peur. La peur qui m'accompagne maintenant, c'est une peur que j'ai eu du mal à gérer au début et je dirais que c'est une peur où je me dis, allez, celle-là, elle va m'aider dans ma prochaines étapes. L'argent. Franchement, la phrase qui dit c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça contribue fortement, elle est sans doute vraie. Donc, faut pas oublier que ça ne fait que contribuer au bonheur. Les autres. Franchement, sans les autres, on se sent seul. Justement, la solitude. La solitude, la petite dose, c'est bien. Mais je pense que la solitude, elle permet de se sentir mieux avec les autres après quand on est avec les autres. Le succès. Le succès, il faut que chacun le définisse en fonction de ses propres critères. Il n'y a pas de succès universel et il n'y a pas de succès de société. C'est finalement peu épanouissant. Ok. Et le dernier, la connaissance de soi. Voilà, ça c'est le travail d'une vie, clairement. Ça évolue, ça change, ça fait du bien, ça fait peur, ça fait toutes les notions qu'on a vues avant, elles vont rentrer là-dedans. Merci beaucoup, Matt. Et pour conclure cet épisode et ce podcast, à la lumière de tout ce que tu as vécu, ce serait quoi l'invitation que tu aurais envie de faire aux personnes qui nous écoutent? Franchement, donnez tout ce que vous pouvez pour atteindre vos rêves, parce que c'est ce qui va vous donner cette plénitude qui peut être longue, qui peut être ponctuelle, qui peut être sur le long terme. Et franchement, connaissez-vous le maximum, et c'est comme ça que vous allez arriver où vous voulez être. Et franchement, c'est cool. 80% du temps, c'est cool.
Merci infiniment, Matt, d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Moi, je repars hyper admiratif de la capacité et le courage qu'il faut. Je suis hyper conscient que, évidemment, c'est plus confortable de se poser ce genre de questions que la polarité inverse, qui est quand on n'en a pas. Évidemment, c'était pour moi aussi important de le rappeler à la fin. Et quand même, je trouve ça très courageux d'oser porter une voix qui est que c'est pas forcément que du kiff. Moi, je me sens hyper chanceux, en tout cas, de t'avoir eu dans cet épisode. Et puis, moi, j'ai la chance de t'avoir aussi en dehors en tant qu'ami. Et ouais, moi, je ressors hyper inspiré parce qu'il y a quand même beaucoup de comportements que t'as nommés où je peux me voir, tu vois, tomber parfois sur cette notion du plus, etc. Et je sens qu'à chaque fois que je passe du temps avec toi, ça m'apaise sur ce volet-là. Tu sais qu'il y a autre chose plutôt que le plus. Donc, merci d'amener ça dans ma vie. C'est hyper précieux. Encore merci pour la discussion, Matt. C'était un bonheur de t'entendre. Merci Thomas. J'étais stressé, mais j'espère que c'est bien. À très vite, Matt. Bye, merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.